Section 10.2, on va parler ensemble d'un problème qui s'appelle le problème du postier chinois non orienté. On verra dans la section 10.3 qu'est-ce qui se passe lorsque notre problème devient orienté. Et on va voir dans ce cas-ci que ce problème-là, c'est juste un cas particulier, un nouveau cas spécial d'une tournée. Un peu comme ce qu'on a fait dans la vidéo précédente avec la section 10.1, mais cette fois-ci, on a un problème où notre tournée, plutôt que d'aller chercher des sommets, va aller chercher des arcs dans un réseau. On va te donner un contexte pour bien comprendre ce problème-là. On se donne les liens avec le réseau, un exemple, puis on va voir une petite définition qui va nous permettre éventuellement d'aller chercher une tournée optimale pour ce problème-ci. Donc, mise en contexte. On se met en contexte ici avec un facteur qui devrait aller porter le courrier à plusieurs résidents qui habitent sur plein de rues dans un quartier. Donc, on a un facteur ici qui va devoir parcourir un ensemble de rues. Et ici, notre facteur veut faire ça le plus vite possible. Il ne veut pas que ça lui prenne trop de temps, puis il ne veut pas non plus s'épuiser pour aller porter du courrier à des résidents d'un quartier. Donc ici, on veut trouver une tournée qui va faire l'ensemble de nos rues le plus rapidement possible. On veut passer sur chacune des rues parce que chaque rue possède des habitants et tous les habitants veulent avoir leur courrier. Donc, on doit passer sur chaque rue et on veut éviter de repasser sur des rues qu'on a déjà visitées. On ne veut pas faire 2 ou 3 fois la même rue. Tant qu'à ça, on va tout faire ça d'un seul coup pour sauver du temps. Ce type de problème-là, on peut le représenter dans un graphique, dans un réseau, en réalité. Et ce réseau-là, on pourra lui appliquer un algorithme pour aller chercher une tournée qui va solutionner notre problème dans ce cas-ci. Pour ça, on va se donner quelques analogies avec le réseau, quelques notions qu'on va retrouver sur notre réseau. Dans ce cas-ci, on parle de trois informations qui vont représenter la situation comme il faut dans un réseau. Et ces 3 situations-là sont les suivantes. On commence par traiter les intersections de nos rues. Ces intersections-là, ce seront nos sommets. Donc, lorsque 2 rues se croisent, ben, le croisement, ça devient un sommet. C'est quelque chose qui va nous être utile pour solutionner ce problème-là. Ensuite, si notre facteur peut faire les 2 côtés d'une même rue en un seul coup, on va utiliser un seul arc dans notre réseau. Le but étant d'éviter de repasser sur cette rue-là pour rien. Si jamais on ne peut pas, faire ça en un coup, par exemple, on est sur le boulevard, et là, ben, ce boulevard-là, le facteur ne va pas le traverser à tout bout de champ, ce serait très dangereux et beaucoup plus long. Donc, on va utiliser plutôt 2 arcs pour faire chaque côté de notre boulevard dans notre réseau qui représente la situation. Ceci étant dit, on a notre mise en contexte, on a vu comment on allait ramener ça sous la forme de réseau. On voudrait peut-être s'intéresser à où est-ce que ça va être utile, ce genre de problème-là. Ben, l'exemple typique, c'est le facteur de là, la mise en situation, mais on pourrait en avoir d'autres. On pourrait avoir notamment la collecte d'ordures. Collecte d'ordures, hein, on veut passer sur chaque rue d'une ville pour aller récupérer les bacs de vidange ou de recyclage ou de compost. Ben à ce moment-là, on doit avoir une tournée qui va être optimale parce que sinon on va passer toute la journée à aller chercher des ordures. C'est pas nécessairement la meilleure chose à faire dans une journée. Donc, on essaie d'avoir une tournée plus optimale dans ce cas-ci. Ceci étant dit, on a maintenant tout ce qu'il nous faut pour définir ce qu'on appelle un cycle eulérien. Et une fois qu'on va avoir fait ce cycle eulérien-là, on pourra aller chercher un algorithme pour finir ce problème-là, pour aller solutionner la tournée qui nous intéresse. Donc, cycle eulérien, qu'est-ce que c'est? Un cycle eulérien, ça va être un cycle, donc quelque chose une suite d'arcs qui part d'un sommet et qui revient à ce sommet-là. Mais ce cycle-là va avoir une particularité. Il va avoir emprunté une seule fois tous les arcs de notre réseau. Donc, supposons que je pars du sommet 1. Je vais faire un cycle, donc 1, 2, 3 jusqu'à 1. Ça ici, c'est un cycle. Ben, pour que mon cycle soit eulérien, il faudrait que j'aille chercher 4, 5, 1, 4, 4, 5 et 5, 1 aussi pour que ce soit eulérien. Justement, on va en faire un ici, un cycle eulérien. Dans ce cas-ci, le petit réseau que je me suis donné, 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais avoir le chemin 1 vers 2, 2 vers 3, 3 vers 1, 1 vers 4, 4 vers 5, 5 vers 1. Mon cycle, à ce moment-ci, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1. C'est un cycle qui est eulérien. J'ai touché chacun de mes arcs
une seule fois. J'ai fait le tour là, finalement de mon réseau et je suis revenu à mon point de départ. Je suis revenu au point 1 de ce réseau-ci. Remarquez que dans ce cycle-ci, je suis revenu au sommet 1 en plein milieu. Est-ce que ça pose problème, ça? Non. Ça pose pas problème parce que je peux revenir plus qu'une fois à un sommet. Il n'y a pas de problème. En autant que j'ai visité les arcs une seule fois, les sommets, c'est pas grave dans notre algorithme ici. Notre algorithme pour trouver un cycle eulérien, c'est celui-ci. Donc le but, évidemment, c'est de trouver notre cycle eulérien. Et on va faire ça en 4 étapes, dont une qui va revenir là, tout le temps jusqu'à ce qu'on ait notre cycle eulérien. Donc ces 4 étapes-là sont assez simples. On doit commencer par déterminer le sommet initial. Le sommet initial, ça peut être n'importe quel sommet. C'est celui par lequel vous allez commencer votre algo. C'est celui par lequel vous allez commencer votre cycle eulérien finalement. Je vous rappelle que ce cycle eulérien-là peut commencer à n'importe quel sommet. C'est pas grave, en autant qu'on touche tous les arcs de notre réseau. Ceci étant dit, une fois que vous avez trouvé votre sommet initial, vous devez par la suite identifier un premier cycle. Ce sera quelque chose que vous allez devoir faire. Ce n'est pas quelque chose qui est très difficile à faire habituellement, trouver un premier cycle. Ce premier cycle-là, en autant que vous le fassiez passer par des arcs une seule fois, là, vous ne voulez pas passer 2 fois sur le même arc, et que vous revenez sur votre point initial, ce sera un cycle suffisant pour le reste de notre algorithme. Une fois que c'est fait, vous vérifiez votre cycle. Est-ce qu'il a passé par tous les arcs du réseau? Si c'est le cas, c'est terminé, vous avez un cycle eulérien. Sinon, vous allez à l'étape numéro 3. Dans cette étape-là, ce que vous allez faire, c'est retirer les arcs que vous avez déjà trouvés et vous allez continuer avec un nouveau cycle. Donc, vous devez trouver un nouveau cycle qui passe par des arcs une seule fois et qui revient à son sommet initial. Ce nouveau cycle-là, à l'étape 4, vous l'intégrez dans le cycle global que vous aviez trouvé, le premier là, à l'étape 2 que vous aviez fait. Si vous n'avez pas encore touché tous les arcs, vous revenez à l'étape 3 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'arcs à identifier dans votre réseau et donc jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre cycle eulérien finalement. Donc on regarde un exemple, on va voir là, à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce que ces mots-là veulent dire lorsqu'on est dans un réseau et vous allez voir que c'est très simple comme problème ici. Donc ici, on débute par le sommet 1. Je vais l'identifier en l'encerclant. De cette façon-là, je suis certain que c'est là que je commence. Ce que je vais faire, c'est trouver un premier cycle. Donc, je veux trouver un cycle qui part de 1 et qui revient à 1. Le cycle le plus facile ici, ce sera le cycle où on fait le tour complet de notre réseau. Donc, on va avoir le cycle 1 vers 2, vers 3, vers 8, vers 7, vers 6 et vers 1 pour compléter. Ce cycle-là, je regarde dans mon tableau, je regarde sur mon réseau, et là, je me rends compte que il ne touche pas tous les arcs du problème. Ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que je n'ai pas trouvé mon cycle eulérien. Je vais donc passer à l'étape 3. L'étape 3 m'indique de retirer les arcs que j'ai déjà sélectionnés. Donc, je retire les arcs du contour de mon réseau. Pourquoi est-ce que je retire les arcs du contour? Tout simplement parce que je veux voir un peu mieux qu'est-ce qui me reste dans les arcs. Dans ce cas-ci, il me reste ces arcs-ci associés au sommet qui me reste dans ce cas-ci. Et ce que je veux faire à partir de maintenant, c'est trouver un autre cycle dans ces arcs-là. Ici, ce que je vais faire, c'est partir du sommet 2. Je vais m'en aller vers le sommet 5, ensuite vers le sommet 6, vers le sommet 4 et vers le sommet 2 à nouveau. Donc, je viens de trouver le cycle 2 vers 5, vers 6, vers 4, vers 2. Ce que ça fait maintenant, ce nouveau cycle-là, c'est que je pourrais le glisser juste après l'étape de mon premier cycle, ici, juste après le 2 de mon premier cycle. Parce que ici, si j'ajoute ça à l'endroit où il y a mon 2, ça ne change pas vraiment le reste de ce cycle-là, parce que j'étais à 2 et je m'en allais à 3. Parce que si j'arrive à 2, je fais un petit chemin, mais je reviens à 2 encore pour pouvoir continuer à 3. Donc, à ce moment-là, mon cycle résultant, avec ces deux cycles-là, ce sera 1 vers 2, vers 5, vers 6, vers 4, vers 2, vers 3, vers 8, vers 7, vers 6, vers 1.
Là, de 2 ici à 2, c'est le deuxième cycle que j'ai trouvé qui s'ajoute à mon réseau. Par contre, je me rends compte ici que il me reste encore 3 arcs qui ne font pas partie de mon cycle complet, donc je n'ai pas un cycle eulérien. Ce que ça veut dire, c'est que je retourne à l'étape 3. L'étape 3 me demande de retirer des arcs, donc je vais retirer les arcs que j'ai déjà identifiés. Et ici, ben avec les 3 sommets et les 3 arcs qui me restent, je peux me partir un dernier cycle dans ce cas-ci. Ici, je vais y aller à partir de mon sommet 4. Du sommet 4, je vais aller au sommet 5, puis 7, puis 4, encore une fois. Donc là, j'ai 4 vers 5, vers 7, vers 4, direct. Une fois que j'ai fait ça, je vais l'inclure encore une fois dans le cycle global, dans le cycle que j'avais au départ. Ici, je vais avoir 1 vers 2, vers 5, vers 6. Et là, j'ajoute mon cycle à la place du 4. Donc 4 vers 5, vers 7, vers 4. Je finis le cycle que j'avais initialement, donc vers 2. Et je reviens dans le grand cycle. 3, 8, 7, 6, 1. Et là, bon, vous voyez que ce cycle-là, il est très long. Ça se pourrait que vous ayez un cycle de quelque chose comme 26 sommets. Ça se pourrait s'il y a beaucoup d'arcs. En réalité, comme vous allez toucher à chacun de vos arcs, normalement, votre cycle devrait contenir tous ces arcs-là. Donc, si vous avez un réseau qui a beaucoup d'arcs, vous allez avoir un cycle très long à écrire. Ceci étant dit, ça donne quand même un algorithme assez simple. Qui nous permet d'aller chercher un cycle eulérien. Et ce cycle eulérien-là, on va le revoir lorsqu'on va parler de notre tournée complète pour le problème. Mais avant de se rendre jusque-là, on doit vérifier quelques problèmes qui pourraient se présenter à nous selon certains graphes, selon certains réseaux. On va voir que le cycle eulérien, il n'existe pas toujours. Il va falloir trouver pourquoi est-ce qu'il n'existe pas toujours. Puis par la suite, on va pouvoir identifier des problèmes avant de les rencontrer. Avant ça, je veux que vous essayiez l'exercice 10.2.2. On vous donne un autre réseau, on vous demande d'aller trouver un cycle eulérien là-dessus. C'est pas très difficile, vous êtes en mesure de faire ça, essayez-le là, avec l'algo qu'on vient de voir. Donc je vous suggère de faire pause dans la vidéo, faites ça sur un bout de papier, c'est suffisant. Et nous, on va continuer avec ça dans un instant. Puis ensuite de ça, on verra le problème qu'on peut rencontrer dans des réseaux où il n'y aura pas de cycle eulérien. Donc, ce problème-ci, vous devriez avoir fait la solution. Vous devriez l'avoir fait au complet sur un petit bout de papier. Il existe encore un cycle eulérien dans ce problème-ci, c'est pas un problème. Pour ça, ici, on va utiliser notre algorithme. Moi, je décide de partir par le sommet 1. Et le premier cycle que je vais trouver, ce sera le cycle 1 vers 2, vers 3, vers 6, vers 9, vers 8, vers 7, vers 4, et de retour à 1. Donc, le premier cycle que j'ai, c'est 1, vers 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, et puis 1 en bout de ligne. Maintenant que c'est fait, je regarde mon réseau, et là, dans mon réseau, il reste encore plein d'arcs. Ça veut dire que je n'ai pas trouvé le cycle eulérien encore. Ce que je vais faire, c'est effacer les arcs qui ont déjà été utilisés. Donc, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 9. Il y en a un seul qui a été utilisé, par contre, il faut que je laisse l'autre. 9, 8, 8, 7, 7, 4 et 4, 1. À ce moment-ci, si je continue avec le reste, si vous êtes très observateur, vous allez peut-être trouver le cycle au complet avec ce qui nous reste là. Si vous ne le voyez pas, c'est pas plus grave que ça. Faites plus d'étapes, ça fonctionne toujours. Dans ce cas-ci, je vais chercher avec le sommet 2 un réseau, un cycle un petit peu plus petit. 2 vers 5, vers 4, vers 2. Et là, j'ai toujours pas tous les arcs de mon réseau. Donc, je vais devoir effacer ceux que j'ai utilisés. Et trouver un prochain réseau, un prochain cycle plutôt, avec ce qui me reste. Dans ce cas-ci, avec les sommets qui me restent, je vais partir du sommet 5. Puis je vais faire 5, 6, 6, 9,
9, 5. Donc, 5, 6, 9, 5. Il me reste encore des arcs, donc j'efface ce que j'ai utilisé. Et là, ben, c'est évident hein, qu'il me reste un seul cycle. On va aller chercher du sommet 5 encore une fois, jusqu'à 8, 7, puis à 5, donc 5, 8, 7, 5. Là, mon cycle, il va être très long. Le résultat de ce cycle-là va être très long parce que j'ai beaucoup d'arcs dans ce réseau-là. Ce qui veut dire que je vais le faire probablement en 2 lignes. Suivez bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a déjà écrit, donc ça devrait bien aller pour faire le cycle résultat. Donc, 1 vers 2, mais là, 2, on bifurque, on s'en va à 5, qui lui aussi va bifurquer pour s'en aller à 6, 9, 5. Mais là, ce 5-là, on va le faire bifurquer encore vers 8, 7, 5. Donc, on a fini le dernier réseau qui était ici, le dernier cycle plutôt qui était ici. On a fini l'autre qui était au-dessus. Ça nous ramène dans le premier. Il nous restait 4 et 2 à faire. Donc là, on a fini le deuxième cycle. On revient au premier. On était rendu à 3, 6, 9, 8, 7, 4 et 1 pour compléter. Ceci étant dit, le cycle que je viens de trouver là en 2 lignes, c'est un cycle qui va toucher chacun des arcs de mon réseau une seule fois. Et dans ce cas-ci, on le trouvait à l'aide de 4 sous-cycles. Comme je vous disais, si vous êtes très observateur, là, ces 3 cycles-là ici, on pouvait les remarquer en un seul. C'est sûr qu'il faut être observateur. Là. Il faut vraiment bien voir ce qui se passe, mais c'était possible de voir les 3 en un et de faire ça en 2 seuls cycles. Mais, comme je le dis, comme j'ai mentionné, je le répète encore, c'est plus compliqué à faire. Si vous avez de la difficulté à faire ça, allez-y avec des cycles un petit peu plus petits. C'est jamais bien cher de faire ça. Ça vous prend juste un petit peu plus d'étapes et ça va vous donner la solution directement à la fin. Ceci étant dit, vous devriez être capable de faire ça. Maintenant, on va essayer de faire l'exercice 10.2.3 ensemble. On va se rendre compte dans cet exercice-là qu'il y a un problème qui va arriver très rapidement lorsqu'on fait notre algo pour le cycle eulérien. Donc, supposons ici que je me place au sommet 1. Je me place au sommet 1, et là, je trouve un cycle. 1 vers 2, 2 vers 4, 4 vers 3, 3 vers 1. Encore le grand tour, c'est toujours le plus facile à trouver. Donc, 1 vers 2, vers 4, vers 3, vers 1. Il me reste un arc. Ça veut dire que mon cycle n'est pas eulérien. Ça veut dire que j'efface ce que j'ai déjà utilisé. Et là, il me reste l'arc 2 vers 3 et les 2 sommets 2, 3. Maintenant, si je veux trouver un cycle, dans ce cas-ci, je vais prendre le sommet 2, je m'en vais à 3, et là, pour compléter mon cycle, j'ai pas le choix de revenir à 2. Donc là, j'ai utilisé 2 fois le même arc. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, j'ai pas le droit de faire ça parce que le cycle eulérien, de la façon qu'on l'a défini, c'est qu'on passe une seule fois, là, seulement dans un arc. Donc ici, ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qui se passe? Si je peux pas faire ça, ça veut dire qu'il n'existe aucun cycle eulérien dans le réseau qu'on avait actuellement. Donc, il n'existe aucun cycle eulérien. On va voir dans un instant qu'il y a une méthode pour aller vérifier qu'est-ce qui a causé le fait qu'on n'avait pas de cycle eulérien. Cette méthode-là va reposer sur le degré de nos sommets. On va se rendre compte que les degrés des sommets sont très importants pour pouvoir se déplacer à l'intérieur du réseau. En effet, si jamais vous n'êtes pas capable de ressortir d'un sommet, ça veut dire que vous allez nécessairement être incapable d'avoir un cycle eulérien dans votre réseau. On voit ça dans une définition à l'instant. Voilà, on l'a ici, cette définition-là, ce théorème-là en réalité. On se dit qu'un graphe va admettre un cycle eulérien si et seulement si tous les sommets de notre graphe ont un degré pair. On rappelle c'est quoi un degré rapidement si ça fait trop longtemps pour vous. Le degré, c'est le nombre d'arcs qui touchent à ce sommet-ci. Donc par exemple, dans cet exercice-ci, le sommet 2 et le sommet 3 ont 3 arcs qui les touchent. Les deux ont un degré impair, un nombre
impair pour ce degré-ci. Donc, dans ce cas-ci, c'est normal qu'on n'ait pas de solution, qu'on n'ait pas de cycle eulérien à notre graphe, parce que nos degrés ne sont pas tous pairs. On peut s'en convaincre assez facilement. C'est assez simple. Si on rentre dans un sommet, il faut pouvoir en sortir. Donc, l'action d'entrer dans un sommet vient avec l'action de sortir du sommet. Ça veut dire qu'il faut que pour chaque arc entrant, on ait au moins un arc sortant qui nous permet de revenir sur nos pas pour pouvoir avoir vraiment là, un degré pair et donc un cycle eulérien possible. Ceci étant dit, on regarde l'exemple 10.4 et dans cet exemple-là, dans cet exercice-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner le problème des degrés impairs dans notre graphe. Dans ce cas-ci, on revient avec notre exemple, notre exercice de tout à l'heure, les 4 sommets avec nos 5 arcs. Ici, est-ce qu'on a des sommets de degrés impairs? Oui. On a le sommet 2 et on a le sommet 3. C'est ceux que j'identifiais pendant que je déterminais le théorème. À ce moment-là, on nous demande d'ajouter un arc en pointillé entre 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour les degrés de notre sommet 2 et de notre sommet 3? Bien, le sommet 2 tombe à 1, 2, 3, 4 arcs, donc un degré pair, et le sommet 3, 1, 2, 3, 4 arcs, un autre degré qui est pair dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'existence d'un cycle eulérien à ce stade-ci? Bien, comme on a seulement des degrés pairs, on peut dire que le cycle eulérien va exister si on a l'arc en pointillé qui est actif dans notre réseau. Dans ce cas-ci, avec ce nouvel arc-là, on peut trouver un cycle eulérien. Ici, on pourrait faire 1 vers 2, 2 vers 3, 3 vers 2, 2 vers 4, 4 vers 3, 3 vers 1. Donc, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1. Ce cycle-là, il est bel et bien eulérien. Il touche chacun des arcs, y compris notre arc ajouté en pointillé. Et on vient de trouver une solution au problème qu'on a rencontré. Dans ce cas-ci, on s'est ajouté un arc fictif en pointillé. Donc ça, on va voir tantôt qu'est-ce que ça veut dire avec nos définitions hors service et en service. Puis on va être capable de solutionner le problème et trouver un cycle eulérien assez aisément à partir de ça ici. Donc maintenant, on va se définir deux notions qui vont nous permettre d'aller solutionner le problème du cycle eulérien. Tantôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un chemin. Et ce chemin-là, on l'a emprunté pour trouver notre cycle eulérien. Bien, ce chemin-là, on l'a emprunté après l'avoir emprunté déjà une fois pour de vrai. Donc, la deuxième fois qu'on va l'avoir utilisé, ce chemin-là, imaginez que vous êtes le facteur, vous n'allez pas redonner d'autres lettres. Vos lettres sont déjà données. Donc, ce chemin-là, vous allez l'utiliser sans distribuer votre courrier, sans effectuer de tâches, en étant hors service. Et donc, vous devriez être capable de faire ce chemin-là beaucoup plus rapidement. Si vous avez à passer à chaque maison, ce sera plus long. Donc, c'est normal que la durée de votre chemin ici, si vous ne travaillez pas, soit plus courte que celle si vous travaillez dans ce chemin-ci. C'est ce qui nous donne nos deux prochaines définitions, durée hors service et durée en service. Lorsqu'on parle d'une durée hors service, c'est qu'on est dans une situation où notre postier va parcourir un arc sans distribuer son courrier. Donc, il va juste se déplacer dans notre rue et il va passer la rue sans aller voir les maisons. À ce moment-ci, on va noter cette durée-là comme le poids de l'arc. Donc, l'arc va être de poids X qui va représenter le temps que ça prend pour traverser la rue sans nécessairement donner de courrier. De l'autre côté, durée en service, ce sera le moment où notre postier va distribuer son courrier justement. On distribue le courrier, ça nous prend plus de temps, on prend le temps d'aller donner les lettres à chaque maison. Donc, on a une durée un petit peu plus longue. On l'indique cette fois-ci entre parenthèses à côté de notre durée hors service, un peu comme le coût de l'arc, le coût pour traverser cet arc-là, quand on faisait dans les chapitres précédents. On regarde ensemble l'exercice 10.2.5, maintenant qu'on a défini nos durées en service et hors service. On se donne un réseau. Ce réseau-là possède ces durées en service et hors service-là. Les durées hors service, ce sont les valeurs qui ne sont pas entre parenthèses, donc 6, 6, 4, 5, etc. Et les données, les durées en service, ce sont les chiffres qui sont entre parenthèses à côté de nos arcs dans ce cas-ci. Maintenant, sur ce réseau-là, on s'intéresse à trouver un cycle eulérien. On commence par se demander, est-ce qu'il en existe actuellement, un cycle eulérien possible avec ce réseau-ci? Pour savoir ça, il va falloir aller vérifier les degrés de nos sommets.
Donc, degré du sommet 1, c'est pair, ça fonctionne. Degré du sommet 2, oh, c'est 3, c'est impair, ça ne fonctionne pas. Donc, comme j'ai au moins un sommet qui n'a pas un degré pair, mon cycle eulérien n'existe pas. Non, car le sommet 2 a un degré impair. On pourrait aller plus loin. Le sommet 4, le sommet 6, le sommet 8, ce sont tous des sommets qui sont impairs. Mais nous, ce qui nous intéresse, on a aussi le 7 et le 9, là, je les ai sautés, mais ils sont là aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en trouver un seul qui a un degré impair. C'est suffisant pour faire planter notre cycle eulérien. Ceci étant dit, on veut se rajouter des arcs dans notre réseau. On veut rajouter les arcs, notamment 2 vers 5 en pointillé. On veut rajouter 5 vers 8 en pointillé. 4 vers 7 en pointillé. 6 vers 9 en pointillé également. Avec ces quatre nouveaux arcs-ci, qu'est-ce qui se passe avec nos degrés? Ben maintenant, le degré du sommet 2 est pair, le degré du sommet 4 est pair, le degré du sommet 7 aussi, le degré du sommet 8 pair, le degré du sommet 6 il est pair, le degré du sommet 9 il est pair, et les degrés du sommet 1 et 3 n'ont pas bougé. Le degré du sommet 5 il était déjà pair, il a été augmenté de 2, il reste donc pair, donc oui, tous nos sommets sont de degré pair. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre cycle eulérien? Ça veut dire que ce cycle-là, il existe. Donc à ce moment-là, vous pouvez trouver un cycle eulérien. Je vous laisse le trouver, ce cycle-là. Je vous laisse vérifier que vous êtes capable de le trouver. Moi, j'en ai déjà trouvé un. Je vais vous le donner tout de suite à partir du sommet 1. On a un cycle très long. Attention. Donc, 1 vers 2, vers 5, vers 4, 7, 5, 8, 9, 5, 8, 5 plutôt. Et là, c'est 9, 6, 5, 2. On poursuit avec 3, 6, 9, 8, 7, 4, et puis 1. Donc, vérifiez, faites pause dans votre vidéo, essayez d'aller trouver un cycle eulérien avec tout ça. C'est ce que vous devriez trouver. Vous devriez être du moins capable d'en trouver un similaire à ça. Je vous préviens, là, ça se peut que votre cycle ne soit pas le même que le mien, parce que les cycles eulériens ne sont pas uniques. C'est quelque chose qui existe à plusieurs nombres dans le réseau. On peut en trouver 2, on peut en trouver 3, on peut en trouver plusieurs. Ça se pourrait que ce soit différent du mien, mais moi, c'est celui-là que j'ai trouvé. Et ça ne changera rien pour le reste de notre problème, étant donné que les arcs qu'on a choisi d'ajouter comme étant des arcs hors service, ce sont des arcs fixes dans ce cas-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer la durée en service et la durée hors service de la solution qu'on a obtenue ici. Durée en service, ce seront tous les arcs qu'on utilise en service, donc tous les arcs qu'on utilise avec les valeurs entre parenthèses. La façon qu'on a construit le cycle eulérien, on passe par tous les arcs du réseau, sans exception. Ça veut dire que la durée en service, ce sera l'addition de toutes les valeurs en service de chacun des arcs du réseau. On fait la somme une fois de toutes ces valeurs-là. Et dans ce cas-ci, si vous faites cette somme-là, vous devriez obtenir 180 pour la somme totale. Hors service, ce sera la somme des arcs hors service qu'on va avoir utilisés. Ces arcs-là sont en pointillés dans notre réseau. Donc 4, 7, 2, 5, 5, 8, 6, 9. On additionne les valeurs hors service de ces arcs-là. Donc 4 plus 8, plus 8, plus 10. On obtient 30 dans ce cas-ci. Et la durée totale de notre problème, 180 plus 30, un gros 210 pour cette durée-ci. Peu importe le cycle eulérien que vous allez avoir trouvé, ces réponses-là en D et en E seront les mêmes. C'est certain parce que vos arcs n'auront pas changé et la façon qu'on a défini le cycle eulérien, ces durées-là, c'est toujours de la même façon qu'on va les calculer à partir des arcs qu'on a choisis. Ceci étant dit, je vais réeffacer mes questions.
on va passer à nos prochaines questions, questions F, etc. Donc, je fais une coupure, on se revoit avec la suite dans un instant. Poursuis, j'ai effacé mon tableau, j'ai effacé les arcs qu'on avait ajoutés. On va faire la suite. Donc, on continue avec F. En F, on nous propose d'ajouter des différents arcs. Et on veut voir qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur la solution totale. Donc, en F, on nous demande d'ajouter l'arc fictif 2, 3. On veut ajouter 3, 6 aussi. On veut 4, 5, qui est ici. 5, 8. On veut 8, 9. Et on veut 7, 8 pour la solution cette fois-ci. On peut vérifier la parité de nos sommets. Donc, sommet 4, ça va. Sommet 7, ça va. Sommet 8 aussi. Sommet 9 aussi. 6, 3 et 2. Tout est beau. Tous nos sommets sont pairs. Donc, oui, les sommets sont pairs, sont de degrés pairs plutôt. Ce qui veut dire qu'on va être capable de trouver un cycle eulérien. Et ce cycle eulérien-là, encore une fois, faites pause dans la vidéo, essayez de le trouver par vous-même, essayez de vous pratiquer à trouver des cycles eulériens. Dans ce cas-ci, j'en ai trouvé un. On va travailler avec celui-ci. Encore une fois, très long comme cycle. 1 vers 2, 5, 4, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 8, 9, 5, 6, 3, 2, et on continue avec 3, 6, 9, 8, 7, 4, et puis 1 finalement. En ce cas-ci, le cycle est encore plus long que tantôt, c'est normal parce qu'on a encore plus d'arcs dans notre réseau, donc ça dure plus longtemps comme tournée. C'est plus long comme cycle plutôt dans ce cas-ci. Ceci étant dit, avec ce nouveau cycle-là, on peut calculer la durée en service. Cette durée-là, comme on a encore tous les arcs qui vont être utilisés et que cette durée en service-là n'a pas bougé, on a une autre durée en service de 180 comme tout à l'heure. Mais la durée hors service, si on additionne la durée hors service des arcs fictifs qu'on vient d'ajouter, on arrive à 32. Tantôt on avait 30, là on a 32. La durée totale tombe donc à 212. Est-ce que cette tournée est meilleure que ce qu'on avait trouvé juste avant? Non. Elle est plus longue. Qu'est-ce qui est arrivé depuis tantôt pour que notre durée tombe plus longue? En réalité, ce qui a changé, c'est seulement la durée hors service. C'est seulement les arcs qu'on a choisis comme arcs fictifs ou comme arcs hors service dans ce cas-ci. En réalité, l'optimalité de notre réponse va reposer uniquement sur le choix des arcs qu'on va prendre hors service. Ces arcs hors service-là vont amener une durée hors service différente. C'est la seule durée qui va changer dans notre algorithme. Et c'est cette durée-là qui influence la durée totale du problème. C'est basé sur ce choix-là qu'on va trouver notre algorithme pour pouvoir solutionner notre problème et obtenir une solution optimale pour notre problème du postier chinois non orienté. Voilà, on va pouvoir déterminer notre algorithme, on va pouvoir trouver l'algo qui va nous donner une tournée optimale, une tournée de durée minimale pour le problème du postier chinois non orienté. Donc cet algo-là se fait en 4 étapes. Ces 4 étapes-là contiennent une étape qui risque d'être relativement longue parce qu'on doit revenir sur un problème d'affectation, donc chapitre 9 qu'on a fait précédemment. Ça se pourrait qu'on ait besoin de réutiliser une méthode hongroise dans ce problème-ci. Donc ici, cet algo-là est relativement simple. On commence par vérifier si on a des degrés impairs sur nos sommets. S'il n'y a aucun degré impair sur les sommets, ça veut dire qu'on est déjà prêt à donner la solution optimale. Cette solution-là est donnée par un cycle eulérien. On trouve ce cycle-là et on vient de trouver la solution à notre problème. Sinon, s'il y a des degrés impairs, on passe à l'étape 2. À l'étape 2, il va falloir construire un problème d'affectation avec nos sommets de degrés impairs. Donc, on doit affecter un sommet de degré impair avec un autre sommet de degré impair afin de minimiser la durée hors service totale de notre problème. Donc, ce que ça va avoir pour effet, c'est que les degrés impairs de deux sommets vont être réglés en même temps, ce qui va faire en sorte
on va éventuellement se rendre à une solution optimale à partir de ce choix-là qu'on fait. Là, évidemment, c'est un problème d'affectation. Ça se peut que ce soit plus difficile à voir visuellement directement avec notre problème. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'algorithme de Dijkstra ou la méthode hongroise pour solutionner le problème directement. L'algorithme de Dijkstra va être plus long à utiliser parce qu'il faut l'utiliser à chaque sommet impair, alors que la méthode hongroise, on peut l'utiliser directement avec tous nos sommets impairs et s'en sortir avec une solution en bout de ligne qui va solutionner le problème au complet. Une fois que c'est fait, notre algorithme de la méthode hongroise va nous donner une solution. Cette solution-là va être de relier certains sommets impairs entre eux. C'est ce qu'on fait à l'étape 3. On va ajouter le chemin ou la chaîne en pointillé qui va rejoindre deux sommets impairs. On va voir tantôt dans l'exemple qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrive. Ça se pourrait que notre chemin passe par un sommet qui est de degré pair. C'est possible, c'est pas plus grave que ça. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher le chemin qui relie deux sommets impairs entre eux. Une fois que c'est fait, on va aller à l'étape 1 avec nos sommets qui sont maintenant rendus tous de degré pair. On trouve notre cercle eulérien et la solution, ce sera ce cercle eulérien-là qui est associé à notre résultat du problème d'affectation qu'on avait. Donc, on regarde un exemple. On va essayer de structurer là, cet algo-là avec l'exemple 10.2.6. Dans ce cas-ci, on repart avec le réseau de tantôt. On a 9 sommets. On a les arcs pour chacun de ces sommets-là. On a les durées hors service et en service pour chacun des arcs. Ce sont les mêmes arcs que tantôt. Donc, c'est les mêmes valeurs que tantôt. Ceci étant dit, ce problème-là, on a déjà identifié que les sommets 2, 4, 7, 8, 6 et 9 sont impairs. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un cercle eulérien tout de suite. Il va falloir affecter les sommets impairs aux autres sommets impairs pour solutionner ce problème-là. Donc ici, ce que je commence par faire, c'est identifier mes sommets qui sont impairs. 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Ces sommets-ci, je les utilise pour construire un algorithme, une méthode, un problème d'affectation. Donc ce que je vais faire, c'est associer chaque sommet à d'autres sommets en faisant un tableau de mon problème d'affectation. J'inscris chacun des sommets en ordre croissant dans la première colonne et ensuite dans toutes les autres colonnes. Donc, première colonne, je vais avoir 2, 4, 6, 7, 8, 9. Les autres colonnes, 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Ici, on va associer un sommet à un autre sommet. Et comme on ne voudrait pas que le sommet 2 soit associé au sommet 2, sommet 4 au sommet 4 et ainsi de suite, on va associer des coûts infinis à ces chemins-là. Pourquoi infini? Ben, tout simplement parce que de cette façon-là, on est certain, absolument certain, qu'on ne va pas trouver un chemin optimal où on reste du sommet 2 au sommet 2. Ça, ce serait stupide, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, on veut régler notre problème d'une façon moins triviale que celle-ci. Ensuite de ça, on va regarder c'est quoi le chemin le plus rapide ou le moins coûteux pour passer, disons, du sommet 2 au sommet 4. Sommet 2 au sommet 4, ben là, dans ce cas-ci, je pourrais faire 2 vers 1 vers 4, 6 plus 6 égale 12, ou 2 vers 5 vers 4, 4 plus 3 égale 7. Dans ce cas-ci, c'est ce chemin-là, 2 vers 5 vers 4, qui est le moins coûteux. Donc, 2 vers 4 va coûter 7. C'est la même chose dans l'autre sens. Donc, 4 vers 2, même principe. On va aller chercher la même valeur pour ce coup-ci. Ensuite de ça, sommet 2 vers le sommet 6. On a 5 plus 4 égale 9, 4 plus 6 égale 10. Évidemment, ce sera le 5 plus 4 qui sera le moins coûteux. Même chose à l'opposé. 2 jusqu'à 7. Dans ce cas-ci, de 2 à 7 qui est ici, on a 4 plus 4 égale à 8. De 2 à 8, qui est en bas ici, on a 4 plus 8 égale à 12. C'est le chemin le plus rapide dans ce cas-ci, donc quand même un chemin coûteux. 2 à 8 qui coûte 12. Et 2 à 9, dans ce cas-ci, 4 plus 7 qui va coûter 11. Ici. Vous comprenez le principe, le but, c'est d'aller trouver quel est le chemin le plus court depuis le sommet qu'on est jusqu'à nos autres sommets.
Évidemment, si vous faites l'algorithme de Dijkstra sur le sommet 2, vous allez trouver le chemin le plus court partout. Ce sera très évident d'aller trouver ces durées-là. Mais ça devient long, hein? On a quand même, ici, on a quand même 6 sommets, ça veut dire 6 arborescences de Dijkstra, ça peut être long. Vous êtes capable de vous en sortir en regardant attentivement votre graphe. Si vous voulez absolument pas vous tromper, faites Dijkstra. Sinon, faites-vous confiance, je suis certain que vous êtes capable de le faire. C'est pas si difficile que ça. Et dans ce cas-ci, vous allez trouver les valeurs suivantes. Donc, 9, 7, 11, 10. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on va avoir 10, 13, 10. 10, 13, 10. 9 et 11. 9, 11 et finalement 3 pour le dernier chemin qui nous intéresse. À ce stade-ci, vous avez un problème d'affectation qui est construit. Ce qui vous reste à faire, c'est de faire la méthode hongroise là-dessus. Méthode hongroise, si vous n'êtes pas certain, retournez dans le chapitre 9, allez voir les vidéos sur la méthode hongroise. Vous êtes capable de solutionner ça. On a déjà vu comment solutionner ça. Et la solution optimale, ce sera celle-ci. Donc, 2 va aller avec 6, 4 va aller avec 7. De l'autre côté, 6 avec 2 et 7 avec 4. Évidemment, ça va ensemble. Et finalement, 8 avec 9, 9 avec 8. Ça va de pair, c'est certain. Ce que ça veut dire, c'est que je dois ajouter un chemin du sommet 2 au sommet 6. Ce chemin-là, le chemin le plus rapide, c'était 2 vers 3, 3 vers 6. Je dois ajouter un chemin de 4 à 7 aussi. Dans ce cas-ci, ce sera le chemin 4 vers 5 vers 7. On voit que 3 plus 4, c'est plus petit que le 8 directement. Donc ici, on va à 5, on vient à 7. Et finalement, on a de 8 à 9 qui coûte 3. 8 à 9, c'est direct. Et voilà. On vient d'ajouter les chaînes, les chemins, finalement, là, qui rejoignent nos sommets impairs ensemble et qui vont faire en sorte que notre cycle eulérien va être possible dans ce cas-ci. À partir de ça ici, c'est très facile. Il vous reste à trouver un cycle eulérien. Ça, vous êtes capable de faire ça. On en a fait déjà quelques-uns. Je vous laisse travailler là-dessus. Moi, je vous donne le cycle que j'ai trouvé. De toute façon, vous l'avez pas mal là, dans le manuel. Donc, ce cycle-ci, ça ressemble à 1 vers 2, 5, 4, 5, 7, 5, 8, 9, 5. Ensuite, on s'en va à 6, 3. Après, on va à 2. On vient à 3, 6, 9, 8, 7, 4 et 1 en bout de ligne. Très long comme cycle, mais on est capable de s'en sortir et on atteint notre boucle. On atteint notre deuxième cycle ici. Donc, avec ce cycle-ci, vous trouvez une tournée qui touche tous les arcs. Votre durée en service, dans ce cas-ci, ça n'a pas bougé, c'est encore 180. Durée hors service, vous additionnez 5 plus 4, plus 3, plus 4, plus 3 ici. Ça va vous donner 19 pour un total de 199 pour la durée totale de cette tournée-là. Ici, on voit clairement qu'on a trouvé une tournée qui est beaucoup plus rapide que celle qu'on avait avant. Hein? Dans la première version, on avait trouvé 210, dans la deuxième 212, et là, on vient de trouver 199, pas mal meilleur que ce qu'on avait tout à l'heure. Tout ça, c'est basé sur notre algo. Cet algo-là, grosso modo, là, ce qu'il va faire, c'est trouver les chemins hors service qui vont coûter le moins cher possible pour solutionner le problème. Et pour faire ça, on a besoin d'un problème d'affectation. Donc, la méthode hongroise, elle revient ici. Évidemment, c'est important de bien maîtriser cette méthode-là pour pouvoir arriver à une solution dans ce problème-ci. Maintenant, à votre tour, allez à la page 178 des notes. Vous avez un exercice 10.2.7 à faire. Un problème très similaire, là, vous avez un réseau et on vous demande de trouver la tournée de durée minimale. Si vous faites ce problème-là, vous devriez obtenir une durée en service de 194, hors service de 17, pour un total de 211. Donc, essayez ça. Vous êtes en mesure de faire ça. Si jamais ça bug, n'hésitez pas. Contactez-moi, contactez Francis sur le Teams. On pourra vous répondre et vous aider avec tout ça.
pour l'instant, on vient de mettre fin à la section 10.2, on vient de faire le tour du problème du postier chinois non orienté. On se revoit donc dans la prochaine vidéo avec la dernière section 10.3, le postier chinois orienté cette fois-ci. Donc on va mettre un sens obligatoire à nos arcs pour complexifier un petit peu le problème et on va voir qu'on est capable de s'en sortir quand même avec un circuit eulérien plutôt qu'un cycle eulérien. Donc on se revoit à tout de suite.